Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan culturel découverte du mois d'août, début septembre. J'ai déjà essayé de filmer cette vidéo hier, mais ça m'a coupé parce que j'avais plus de batterie et je sais pas, j'arrive pas à être concise, c'est hyper chiant. Donc je vais essayer de l'être aujourd'hui, j'espère que ça ira. Je vais commencer par les livres, sachant que c'est des livres dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo pile à lire de l'été. Mais du coup depuis je les ai lus, donc même si vous allez peut-être avoir une impression de déjà vu, j'ai un avis dessus maintenant. Journal d'une fille chien, donc c'est un roman adolescent à la base. Mais le message derrière est tellement important que je pense que n'importe qui peut le lire. Même si l'écriture reste assez simple et accessible. Donc en gros c'est un livre sur la différence, plus particulièrement sur le handicap. La narratrice du coup a elle-même une différence, c'est une adolescente, je ne sais plus quel âge elle a mais elle est quand même assez jeune. Et elle va se retrouver en un espèce de camp de concentration, c'est avec ça qu'on peut faire la comparaison. Où elle va être mise en scène, etc. Et où elle va voir et constater effectivement des atrocités et constater que sa différence et que la différence en général n'est pas acceptée. Et qu'au contraire on veut les exterminer, on ne veut pas qu'ils se reproduisent, etc. Donc ça peut paraître un peu glauque dit comme ça, mais en vérité c'est amené d'une façon assez enfantine et légère parce que c'est un roman pour adolescents. Il y a des petites histoires d'amour, des questionnements sur l'amitié, voilà, au travers d'un sujet assez lourd quand même. Mais du coup c'est pas amené d'une façon aussi trash. Du coup ce livre, pourquoi je le recommande ? Parce que je pense que tout le monde devrait le lire, à commencer par les adolescents. Je pense vraiment qu'il devrait se retrouver dans les programmes scolaires au même titre que Matin Brun parce que ça se ressemble un petit peu. Je pense que ça peut vraiment être un livre intéressant à étudier parce que ça parle de problématiques actuelles. Et même si là ça se passe dans le futur, que c'est un camp de concentration, / télé-réalité, que ça paraît pas finalement si réel que ça, les dynamiques exploitées sont bel et bien réelles par rapport à la société et comment elle gère le handicap à l'heure actuelle. Ce qui est aussi bien dans ce livre, c'est qu'à la fin, si on n'a pas vraiment compris la comparaison avec les camps de concentration sous Hitler, il y a un petit passage à la fin qui n'est plus dans l'histoire mais qui permet de remettre un vrai contexte. Et j'ai appris du coup que sous Hitler, dans ces camps de concentration qu'on connaît très bien et qu'on étudie dans les programmes d'histoire, 200 000 adultes et 100 000 enfants handicapés ont été tués sous prétexte qu'ils étaient handicapés. Et ça, jamais je l'ai entendu en cours d'histoire et je trouve ça assez déplorable. C'est un livre léger mais avec une dimension quand même assez lourde et importante à traiter et avec une remise en contexte à la fin qui vient faire que ce livre est vraiment très intéressant. Je vais passer au livre Comme ci comme ça de Mardi Noir. Mardi Noir qui est une youtubeuse que vous connaissez peut-être. Ce livre est quand même assez bien dans le sens où elle évoque des concepts psy assez importants et dont on entend relativement souvent parler, tout en les remettant en cause. Par exemple en signalant quand ça part d'une théorie totalement sexiste, ce qui est souvent le cas dans la psychanalyse et chez Freud, Lacan, tout ça. Il y a quand même pas mal de sujets qui sont évoqués comme l'anxiété, le rapport au corps, les pervers narcissiques, la sexualité infantile évidemment. Mais ça reste un livre sur la psychanalyse. Je ne pense pas que ce soit ce qui me plaît le plus, sachant que ça part de théories, comme je l'ai dit souvent, sexistes, validistes, etc. Après, comme on me l'a signifié, je pense que pour comprendre les choses et la société actuelle, ça peut être intéressant de lire ça. Mais vraiment, gros point négatif d'après moi, c'est que même si le fait qu'elle écrive comme elle parle, ça rend la chose plus accessible et plus rapide à lire, plus grossier, etc. Bah ça reste quand même assez désagréable. Par exemple, elle utilise le mot kiff et ça m'érisse les poils de lire ça. Mais voilà, c'est un détail qui est quand même assez important, mais je pense que c'était volontaire de sa part d'écrire comme elle parle. Donc voilà. Coup de cœur,
Roman graphique, La fille dans l'écran. J'ai tellement aimé, c'est tellement doux comme histoire. C'est une romance du coup entre deux femmes et pour une fois ça se termine bien. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de ça dans la littérature et dans les représentations en général parce que les relations toxiques lesbiennes, on en a un peu marre. C'est vraiment un univers trop mimi, tant dans l'histoire que dans le dessin, etc. Et en même temps, ça soulève discrètement des petites problématiques comme la phobie sociale, les relations avec les parents, le fait d'avoir un métier artistique, etc. Je vous le recommande parce que c'est juste parce qu'il est vraiment doux et qu'en même temps il traite de thématiques qui sont importantes, je pense. Que ce soit l'histoire en elle-même entre les deux femmes, mais aussi, comme je l'ai dit, la phobie sociale, etc. Maintenant, je vais passer aux séries. Je vais commencer évidemment avec Stranger Things, la saison 3, dont on a beaucoup entendu parler. Et sincèrement, on en a tellement entendu parler que je me suis dit ça va être ouf. Et j'ai été un petit peu déçue dans le sens où j'ai trouvé qu'il se passait pas énormément de choses. Il n'y avait pas assez de suspense. Quand je finissais un épisode, j'avais pas spécialement hyper envie de commencer celui d'après. Donc j'ai été un petit peu déçue dans ce sens-là, mais ça reste une série incroyable et que j'aime énormément. D'un point de vue esthétique, c'est vraiment grandiose. L'univers est hyper beau, les couleurs, c'est vraiment magnifique. Les transitions, souvent pour passer d'une scène à une autre, j'ai trouvé ça ouf comment c'était fait. Donc vraiment d'un point de vue esthétique, cette série est extraordinaire. Concernant l'histoire, c'est aussi quelque chose d'original et je pense que c'est pour ça que vous devriez la regarder. Dans cette saison, il y a de nouvelles petites troupes, on approfondit d'autres personnages et j'ai trouvé ça intéressant. Mais du coup, il y en a certains qui sont laissés de côté et ça aussi c'est un petit peu dommage. Donc voilà, en gros, j'ai été un chouïa déçue, mais ça reste une série que je recommande à 1000% et l'épisode final est vraiment grandiose. J'ai trop hâte de voir la suite. Deuxième série sur laquelle j'ai pas grand chose à dire, c'est Toi, moi et elle. C'est sur le polyamour, du coup je trouve ça intéressant de traiter de ce sujet, même si c'est fait de façon assez cliché. C'est une série quand même relativement cucu, si on peut dire ça. Je trouve quand même qu'elle vide la tête et qu'elle est agréable à regarder. J'ai juste noté que dans la dernière saison, parce que du coup j'en parle parce qu'il y a une saison qui vient de sortir, il parle de la pansexualité et la définition qui est apportée est vraiment bof. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en gros on dit que la pansexualité c'est aimer une personne indifféremment de son genre. Et du coup la définition qu'on entend souvent et qui est un peu problématique, c'est-à-dire qu'on peut aimer des personnes cisgenres, transgenres, non-binaires, et voilà, j'ai trouvé ça un peu mal dit et même un peu mal amené. Encore évidemment La Casa de Papel saison 3, j'imagine que vous l'avez vue, sinon globalement je recommande cette série parce que je trouve qu'elle est assez originale aussi et qu'elle est vraiment très cool à regarder. J'ai trouvé cette saison vraiment hyper cool dans le sens où il y avait vraiment beaucoup d'action, du suspense. Quand je finissais un épisode, là par contre j'avais vraiment envie de regarder le suivant. Les épisodes et la série passent super vite, j'ai dû la finir en 2 jours. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est aussi un peu plus politique. Globalement, c'est une critique de l'État, parfois des forces policières, etc. Du coup, c'est un côté assez intéressant à la série. Mais dans cette dimension de vouloir montrer que cette série est un peu plus politique, ils ont voulu amener des sujets comme la maltraitance animale, le véganisme, le féminisme. Et à chaque fois, c'était tellement mal fait, c'était vraiment mal joué et mal amené. Ça se voyait qu'ils voulaient caler ça dans la série. Et du coup, je trouve ça assez dommage. Ça se voit que c'est vraiment là pour gratter des points auprès des auditeurs. Et ouais, vraiment, ces moments-là étaient vraiment hyper mal joués. Je comprends pas. On dirait Plus belle la vie, genre. Et cette saison aussi, il y a quand même des choses qui se passent. Bon, c'était dans toute la série, globalement, il y a des choses qui se passent beaucoup trop vite et des fois c'est limite absurde. Mais voilà, je vous conseille quand même cette saison 3 parce que je l'ai trouvée vraiment hyper cool et tu te retrouves vite pris dans le truc et pour ça c'est vraiment très chouette.
Ensuite, j'avais pas vraiment envie de parler de cette série parce que déjà je l'ai pas finie, mais je pense que la fin ne change pas grand chose, et parce que je n'ai pas spécialement envie que les gens la regardent, je l'ai sincèrement regardée par ennui. C'est la série 13 raisons pourquoi. Et la dernière saison est si nulle, genre on s'ennuie, ça apporte pas grand chose à l'histoire de base, et je trouve qu'elle a une dimension hyper problématique, encore une fois, dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'on veut nous faire comprendre qu'on peut pardonner aux violeurs, qu'on peut avoir de la compassion pour eux. Genre j'ai vraiment l'impression que toute la saison tourne autour de ça, et c'est vraiment quelque chose qui me dérange. À un moment j'ai même l'impression qu'on veut faire croire qu'être un violeur, ça s'apparente à avoir une maladie mentale. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Il y a une légère dimension féministe qui peut être intéressante de temps en temps, mais globalement cette saison est assez horrible et trash. La série en soi est loin d'être recommandable de toute façon. Si vous avez des maladies mentales, si vous êtes trigger par le suicide, le viol, etc., genre la regardez pas ou la regardez pas seule. Et la saison 3 ne vaut pas vraiment le coup. Si vous hésitez à la regarder parce que vous avez relativement bien aimé la saison 1 et 2, ne regardez pas la saison 3, ça vaut pas le coup. J'ai trouvé que les choses étaient amenées d'une manière, encore une fois, assez dangereuse. Voilà. Pour finir sur une note positive sur les séries, je vais parler de Dear White People. Cette série, c'est une petite pépite, je ne comprends pas pourquoi les gens n'en parlent pas plus. Ça traite du racisme, principalement du racisme intériorisé, et je trouve que ça reprend pas mal toutes les problématiques qu'on peut retrouver dans ce thème-là. Il y a plein de choses qui sont remises en question. Si vous voulez vous informer sur le racisme et plus particulièrement sur le racisme intériorisé, et si vous voulez vous améliorer par rapport à cette cause-là, je vous conseille cette série parce que je trouve qu'elle reprend pas mal de points. Et à côté de ça, c'est quand même une série un petit peu adolescente, et du coup c'est toujours très agréable à regarder. Il y a des histoires d'amour, d'amitié, etc., etc. C'est une vie au lycée quoi. Il y a une intrigue à laquelle je n'ai absolument rien compris et j'attends la suite pour essayer de comprendre. Pour tout ça, je la recommande 1000 fois. Après je sais qu'elle est un peu critiquée parce que le personnage principal est métis et non noir. Je ne suis pas concernée, je ne peux pas développer mon avis là-dessus, je ne sais pas quoi en penser. Je relaye juste ce qu'on m'a dit. Mais ce petit point là, si ça dérange, dans la dernière saison, c'est le personnage principal du coup, qui est une femme métisse, s'éclipse un petit peu pour laisser place à d'autres personnages, dont sa meilleure amie qui est une femme noire. Et du coup j'ai trouvé ça assez chouette. Globalement, genre vraiment j'aime trop cette série, je vous la conseille 1000 fois. Je n'ai pas regardé de film il me semble, du coup je ne pourrais pas vous en parler. Par contre niveau application, vu que j'ai commencé la Miracle Morning, j'ai une application de méditation qui est assez cool. Elle s'appelle Serenity et en gros t'as des mini méditations genre de 3 minutes et ça peut être bien pour commencer. Enfin moi j'aime beaucoup, il y a aussi des méditations plus longues. J'ai trouvé que cette application de méditation était mieux que celle dont on parle tout le temps, c'est-à-dire Petit Bambou, parce que c'est vite payant sur cette application. Donc je vous recommande celle-ci si vous voulez vous y mettre. Je pourrais mettre aussi dans ses favoris du coup la Miracle Morning. J'aime trop, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Vu que je parle souvent de neurotypie, d'handicap, etc., j'ai aussi découvert 2 applications qui sont cool. Si vous êtes par exemple autiste ou si globalement vous avez du mal à vous exprimer, dans le sens à vous faire comprendre par le monde autour de vous, ou si vous faites du mutisme sélectif, etc. Il y a des applications qui sont cool pour ça, même pour les enfants en bas âge par exemple qui ont du mal à s'exprimer parce qu'ils peuvent avoir des retards, etc. Il y a l'application Let Me Talk où en gros tu peux faire tes propres phrases, tu peux aussi rentrer tes propres intérêts parce que là il y a genre dans manger il y a les aliments de base, mais tu peux ajouter tes propres aliments, tes propres jouets, les propres membres de ta famille, etc. Et tu peux faire ta phrase et la faire écouter après aux gens qui t'entourent. Également l'application Elix qui est en fait un Google Traduction mais pour la langue des signes.
Du coup si vous voulez vous faire comprendre ou comprendre les personnes qui parlent la langue des signes, bah je trouve que cette application est assez cool. Autres favoris qui sont un peu plus art créatif on va dire, la broderie, j'adore ça. Si vous hésitez, essayez, vous achetez un petit tambour pas cher chez Jiffy, un truc comme ça, 2-3 fils, 2-3 aiguilles et puis c'est parti. Et sinon le coloriage pour se détendre, genre on m'avait parlé des mandalas etc, j'en avais déjà acheté plein mais franchement c'est trop petit, ça me saoule. Alors que là j'ai acheté des coloriages globalement pour enfants. Genre juste tu te poses, tu te mets à colorier, t'as pas besoin de réfléchir, à bien faire les choses etc. Juste t'es là, tu colories et genre pour se détendre, je trouve que c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas si vous êtes assez anxieux en ce moment, essayez. Genre allez vous acheter un carnet de coloriage, des feutres et c'est parti. En fait je me suis mise à faire ça parce que au centre de loisirs cet été j'ai beaucoup colorié et ça me faisait vraiment énormément de bien. Ça me faisait vraiment une petite pause dans ma journée même si j'étais toujours avec les enfants. Donc voilà, je vous recommande. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu m'as trouvé plus concise. Je crois que ça a encore été difficile même si j'ai essayé. Et n'hésite pas également à me parler de tes découvertes, de tes favoris. Surtout s'il s'agit de livres et de séries parce que j'adore ça. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut!